Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de la SKS 45. Ah, la SKS 45. On se demande souvent pourquoi l'URSS a sorti une carabine semi-automatique après la Seconde Guerre mondiale, surtout après le SVT 40, et au même moment que le fusil d'assaut AK-47 dans le même calibre. Eh bien, vous allez voir, la réponse va être assez simple et en soi assez courte. Je rappelle que cette vidéo fait suite directement à celle du SVT 40, donc je vous suggère d'aller la voir si ce n'est pas déjà fait pour vous remettre un peu dans le contexte soviétique. La SKS 45 pour Самоцарядный карабин системе Симонова, образер ТИС 1945 года. soit carabine semi-automatique système Simonov, modèle de l'année 1945, est une arme semi-automatique soviétique qui chambre le 7,62 par 39 et est alimentée avec un clip de 10 cartouches. Malgré la date de 1945 dans sa désignation, la SKS n'a en fait pas connu la Seconde Guerre mondiale, car la production a commencé en 1949, ce qui correspond à la même date de la mise en production de la célèbre AK-47. Et il semble alors étrange d'adopter à la fois une carabine semi-automatique et à la fois un fusil d'assaut, de surcroît dans le même calibre. Et pourtant. La SKS-45 est l'œuvre de Sergei Gavrilovitch Simonov. Il s'était déjà illustré auparavant dans la conception de l'AVS-36, un fusil automatique chambré en 7,62 par 54R, et tirant en semi ou full auto, et produit à partir de 1936. Cependant, son arme sera rapidement remplacée par celle d'un autre concurrent, ou camarade, Fyodor Tokarev, avec les SVT-38 et SVT-40. Là où Simonov est plus connu, c'est probablement dans la conception du fusil anti-char PTRS-41, et chambré dans l'imposante cartouche de 14,5 par 114 mm. Je vous ai déjà fait la présentation du PTRS-41 dans non pas une, mais deux vidéos, et en plus l'ami Arnaud de LA Publications nous a fait des articles très détaillés sur le PTRS et sur la SKS, si vous voulez approfondir le sujet. Bref, au milieu de la Grande Guerre patriotique, la Russie développe une cartouche intermédiaire qui ferait le pont entre les cartouches pour pistolet mitrailleur de 7,62 par 25 et la cartouche de fusil 7,62 par 54R. C'est initialement le 7,62 par 41 mm qui sera conçu pour ensuite être encore réduit en 1943 avec la cartouche qui est mondialement connue aujourd'hui, le 7,62 par 39 mm. Je ferai le laïus sur oui, les Russes, ils ont copié la cartouche allemande de 8,33 Kurz, du STG-44, quand on parlera de la l'AK-47, mais pour la faire très courte. Il est probable que les Russes soient juste arrivés à la même conclusion au même moment que les Allemands. D'ailleurs, c'est la cartouche expérimentale GECO 7,75 par 40 mm, développée dès les années 30, qui fait plus écho à la cartouche russe, mais on reparlera de ça plus tard. Donc, avec cette nouvelle cartouche M43, il fallait développer une nouvelle arme autour de cette cartouche. Et à ce moment-là, le concept de fusil d'assaut n'était pas très diffusé. C'est donc naturellement vers la carabine semi-automatique que la demande est faite. Simonov, ainsi que d'autres armuriers comme Degtyarev ou le jeune Kalachnikov, proposeront leurs inventions. Pour Simonov, l'idée fut simple, reprendre le PTRS-41 comme base et l'adapter à la cartouche intermédiaire M43. Et il est vrai que lorsqu'on regarde les deux armes côte à côte, les ressemblances sont frappantes. Simonov disposait d'une plus grande expérience dans cette catégorie d'armes, et c'est son modèle qui fut validé en 1945, pour être adopté officiellement en 1949. Alors pourquoi ce délai? Eh bien, la fin de la guerre et des besoins qui changent complètement. La SKS-45 est validée car elle a été pensée pour remplacer l'arme de base du fantassin. Il faut qu'elle soit simple à utiliser, à nettoyer, à démonter, et il faut que l'instruction en soit aussi aisée. C'est pour cela que l'arme revêt certains aspects si archaïques, comme l'utilisation des lames chargeurs. La population russe de l'époque étant principalement rurale et peu éduquée, le clip s'utilise de la même manière que dans le fusil à verrou Mosin-Nagant. Il n'encombre pas non plus le soldat avec des magasins amovibles,
qu'il pourrait perdre plus facilement ou abîmer. Cela en vient même jusqu'à la baïonnette qui se plie sous le canon, pour économiser un fourreau au ceinturon et éviter les pertes sur le terrain. Le démontage est lui aussi le plus pragmatique possible. C'est une arme pensée pour une utilisation simple pour le fantassin, tout en bas de l'échelle, tout en lui permettant de passer au niveau supérieur du fusil à verrou au fusil semi-automatique. Cependant, comme mentionné, la SKS-45 arrive en même temps que la K-47. L'URSS décide à la fin des années 40 d'adopter un nouveau système d'armes qui tournerait autour de la 7,62 par 39 M43 avec une carabine semi-automatique pour la dotation générale, le fusil d'assaut pour les troupes d'assaut ou le personnel encadrant, et le fusil mitrailleur RPD-44 comme arme d'appui. Sauf qu'en réalité, les trois armes n'ont rien en commun mécaniquement, et même si le calibre est similaire, cela n'arrange pas la production des armes à l'usine. De ces trois armes, seule l'AK-47, ou AKM à partir de 1959, survivra, car les SKS-45 ne seront plus produites après 1955, et le RPD-44 sera remplacé par l'APK en 1961. Viendra ensuite le SVD en 1963, ce qui unifie réellement l'armement autour du système Kalachnikov. De plus, la SKS-45 demande un temps d'usinage assez long, contrairement à l'AK, qui est initialement conçu pour l'utilisation de la tôle emboutie, même si les soviétiques auront du mal à mettre en place. Donc, in fine, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les besoins qui changent, et surtout l'avènement du concept du fusil d'assaut, qui va remplacer à terme tous les fusils semi-automatiques dans toutes les armées occidentales ou non, eh bien la SKS-45 va rapidement être arrêtée d'être produite. Il en sortira tout de même 2,5 millions d'exemplaires des usines russes, de quoi alimenter toutes les armeries du monde aujourd'hui. Et voilà, l'histoire de la SKS-45 dans l'armée soviétique ne va pas très loin. En fait, on la connaît peut-être plus pour son utilisation dans l'armée nord-vietnamienne, durant la guerre d'Indochine. Cependant, elle sera quand même pas mal diffusée un peu partout sur la planète, et pour cause, l'URSS. Ah oui, l'URSS, c'est un immense territoire d'une quinzaine de pays, et qui a une influence sur d'autres pays, comme bien sûr la partie occupée de l'Allemagne de l'Est, mais aussi la Chine. Ce qui fait qu'on peut potentiellement s'amuser à collectionner les SKS-45 des différents fabricants. Moscou mettra en place la production directement en RDA et en Roumanie. Le Vietnam produira lui aussi durant le conflit des SKS-45, probablement aidé directement par les Russes pour la mise en place de l'usine. La Chine, évidemment, qui en fera une copie nommée Type 56 et qui se distingue par une baïonnette en pique. La Yougoslavie, pays qui n'existe plus, mais qui a produit un modèle qui permet le tir à la grenade à fusil. Et enfin, on peut terminer par la Corée du Nord, et en dernier, l'Albanie, qui produit peut-être la variante la pire au niveau qualité et finition, et elle se reconnaît par un fût en bois qui est prolongé et une baïonnette en pique. Ce qui vous donne un total de 8 variantes à collectionner. Et puis ça, c'est sans parler des modèles de parade, qu'on peut encore voir aujourd'hui, par exemple, en Slovénie. Donc finalement, une arme qui a une histoire assez courte, mais qu'on peut toujours voir aujourd'hui, ici et là. Alors maintenant qu'on a abordé son histoire, parlons un peu de son fonctionnement. Comme je vous l'ai dit, la SKS-45, c'est une arme de conscrit. Donc c'est une arme simple à manipuler. Ce qui veut dire que vous mettez la culasse en arrière, vous insérez les clips, vous relâchez la culasse, et hop, c'est prêt à faire feu. Ni plus, ni moins. Il y a bien sûr une petite sécurité sur le côté droit du pontet, mais ça va pas chercher plus loin. Côté système de fonctionnement, c'est pareil, c'est assez simple. On a un emprunt de gaz à l'avant et un piston au-dessus du canon. Ça fait penser à l'AK, mais la différence c'est que le piston est non attelé à la culasse. Je vais pas plus loin dans la partie technique, c'est largement détaillé dans l'excellent article de mon ami Arnaud sur son site. Personnellement, ce que j'aime bien dans la SKS, c'est le démontage. C'est vraiment super simple et en quelques minutes, vous avez compris ce qu'il faut faire. Ce qui rend le nettoyage, après le stand, peu fastidieux. L'autre point, c'est bien sûr les sensations de tir qui sont franchement très bonnes. Alors certes, la cranse peut paraître un peu courte, mais sinon le reste est pas si mal pour une arme de conscrit produite en masse. C'est maniable, c'est court, le recul est vraiment doux et ça tire une cartouche aux propriétés balistiques très intéressantes. Cependant, c'est vrai que le gros défaut, ce sont les clips. C'est pas la méthode d'insertion des cartouches la plus facile, surtout pour un clip de 10 cartouches. Mais bon, je dirais que sur le pas de tir tranquille d'un stand, on s'en fout un peu. Et puis, si l'ergonomie de base vous dérange, vous pouvez carrément lui mettre une crosse tactical et avec un chargeur d'AK de 30 coups. Comme ça, vous êtes peinard. Et je précise que oui, ça se trouve en France. Après, ça changera pas les performances en cible de l'arme. Dans le manuel réglementaire, il est indiqué que l'arme doit tenir un cercle de 15 cm de diamètre à 100 mètres. Ça veut dire que ça tient le 8 de la C50. C'est pas si mal pour une arme de guerre, pour faire du gong aussi, mais vous ne ferez pas un podium motard avec ça. Bon, moi en tout cas, j'ai bien aimé tirer avec cette arme que j'ai trouvée assez attachante. Et au début où j'ai commencé cette vidéo, on en trouvait plein les armeries et à un prix très abordable.
Mais malheureusement, depuis quelques temps, on n'en voit plus, et les petits malins qui les vendent spéculent comme des abrutis sur les prix, alors que non, faut pas pousser, ça vaut vraiment pas plus de 800 €. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle qu'Arnaud a fait un article entier dédié sur la SKS45, donc allez faire un tour sur son site. Merci à tous d'avoir visionné jusque-là, n'hésitez pas à liker et commenter, ça aide à soutenir mon travail, et je vous dis, Das Vidania!